Un des mandats de cette soirée-là, justement, 5 à 7 rencontres, c'est l'opportunité pour des futurs artistes, mais aussi des gens qui veulent travailler en culture, qui veulent travailler en communication, de savoir comment on se débrouille dans ce milieu-là, comment on réussit à faire notre place. Tout de suite, quand on fait de la recherche un peu sur vous, on découvre, bon, vous avez de la gérance, maison de disques, relations de presse, tout ça. Comment on fait pour dénicher tous ces collaborateurs-là pour bien s'entourer? J'ai pas un parcours que les collaborateurs sont là avant que j'en aille de besoin, mettons. Ma rencontre avec Louis-Jean Cormier, ça m'a aidé à avoir tout le reste. Ça a donné une crédibilité à ma première demande de disque. Fait que tout ça a aidé. Fait que moi, c'était un réalisateur pour moi qui a aidé à mon projet. Mais c'est sûr que de faire tout seul au départ, c'est difficile. Est-ce que c'est un choix difficile de décider est-ce que je m'auto-produis, est-ce que je décide de donner ma musique ou je décide de produire un album? L'industrie en ce moment est en train de se reformater, puis ça, on change notre fusil d'épaule, puis on change d'idée tout le temps par rapport à ça. Les producteurs sont fortement subventionnés. C'est plus difficile pour un artiste indépendant d'aller chercher du financement comme ça. Il y a du financement qui est là pour la création. Alors, tu peux passer ta vie à demander des bourses du CALP, puis faire de la création, puis fournir du matériel pour toi-même ou pour d'autres. Mais quand vient le temps de produire, c'est pas sorcier, tu peux le faire toi-même. En gros, c'est un budget, puis c'est comment gérer ton budget, mais c'est de savoir qui va te donner ce budget-là. Ouais. Combien de temps vous pouvez prendre sur chacune des compositions pour trouver le mot parfait, les rimes parfaites? J'imagine que ça doit être assez long. Hein? C'est super long. Tu as une idée du lexique que tu vas devoir choisir, les mots que tu vas devoir coucher sur cette mélodie-là. Le piétage est fait. Si tu n'arrives pas à le faire, bien, tu appelles ton chum, David Marin, puis tu dis « Hey, ça tenterait-tu de t'essayer? Moi, je suis brûlé, je suis plus capable. » Puis si lui n'est pas capable, mais il appelle Tire le coyote. Mais tu peux lancer la tourne à quelqu'un d'autre. Tu peux décider que j'ai ça, en fait. J'ai des pièces qui sont dans des tiroirs. Puis éventuellement, il y a tout le temps quelqu'un qui t'appelle. Marc Dupré t'appelle. C'est pas vrai, Marc Dupré ne m'avait pas là. Mais il m'appelle. Puis il me dit, j'ai besoin... Je me suis trompé de numéro. Mais pourquoi encore, dans les années 2000, on a des noms de scène? Ben moi, mon nom de famille, c'est Pinette. C'est ma réponse. Je m'étais dit, je vais commencer ce projet-là pour m'amuser. Si je me pète la gueule, personne ne va le savoir. Moi, je me suis toujours dit, je ne souffrirai pas de la musique. Je ne vais pas manquer d'argent ou de faire d'autres projets ou de voyager pour faire de la musique. Quand on décide justement d'aller avec une étiquette, c'est quoi les enjeux? Sur quoi on doit mettre une croix ou au contraire, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Plus de temps, plus de liberté? Ou... Bien, je pense que ce qui est important, non, mais ça, c'est parce que ça dépend de la perspective qu'on a. Moi, j'avais une perspective d'affaires déjà en commençant. Alors, je sais que je peux pas arriver à mes fins si je le fais toute seule. Puis en plus, j'ai rencontré des gens qui sont dans l'industrie puis qui m'ont dit tu peux le faire toute seule, mais c'est vraiment mieux avec une équipe. Puis vraiment, moi, pour l'avoir fait pendant 4 ans toute seule, quand j'ai eu une équipe, des relationnistes ou des gens qui sont là pour me conseiller, c'est de tout ça qu'on bénéficie, mais il faut bien choisir sa boîte. C'est pas toutes les boîtes qui sont bonnes, c'est vrai. Je pense que le fait d'avoir une étiquette de disque te permet d'espérer aller chercher un public plus large. Moi, dans mon cas, c'était ça, tu sais. Je me suis rendu compte, par le nombre d'entrevues, par le fait que j'avais plus de critiques de disques quand mon album sortait, que les gens en parlaient plus. Il y a vraiment un travail de relations de presse qui se fait plus que tu ne peux pas faire seul, tu sais. Par contre, dans l'industrie, comme je la connais présentement, le do-it-yourself ressort automatiquement. Parce que les compagnies de disques n'ont plus les moyens, comme David disait, puis Alexandre, de produire des albums à 100 000 $, là, à moins que tu t'appelles Marc Dupré. Maintenant, vu qu'il n'y a plus vraiment de vente de disques, c'est de là, quand il y a une bonne rumeur de spectacle qui s'installe, puis que les gens, en sortant de ton spectacle, ont envie d'aller dire à leur sœur, leur frère, leur mononcle, leur cousin, « Hey, tu devrais y aller », puis là, tu te rends compte que 15 personnes de plus la fois d'après, puis 30, puis 100 personnes de plus, bien, c'est comme ça, je pense, que ça se forge. Puis avec mon album précédent, j'ai remarqué
une certaine évolution, vraiment lentement mais sûrement. Ce qui fait que je pense que là, je suis arrivé avec cet album-là, puis qu'il y avait quelque chose, peut-être une base d'installer, qui a permis comme d'avoir peut-être des demandes d'entrevue, puis de faire un petit peu plus parler de ce projet-là. Pour ce qui est de toi, Benoît, tu habites à Québec. Si je ne me trompe pas, il y a une certaine époque où être un artiste et ne pas habiter à Montréal, ça n'existait pas vraiment ou ça se pouvait pas tant. Comment tu vis ça, toi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, justement, d'être un artiste? Puis en fait, je pose la question. De toute évidence, oui, c'est possible d'être un artiste et de rouler sans habiter à Montréal. C'est plus vrai que jamais, en fait.